Eric Violette, qui est chef de groupe du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, Normandie Centre. Si vous arrivez à tenir en 10 minutes, ça sera cool. Je vais essayer. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Moi, je vous invite à... On a passé pratiquement toute la matinée dans le véhicule, donc je vais vous inviter plutôt à en sortir et à voir les choses plutôt du point de vue du gestionnaire routier. Enfin, c'est plutôt dans ce domaine-là, moi, que je travaille, au sein du CEREMA. Mon exposé en deux grandes parties. Première partie d'état des lieux, vous aurez peut-être l'impression d'entendre des choses que vous avez déjà entendues, mais j'essaierai de les montrer d'une manière un petit peu différente. Et puis une deuxième partie qui est plutôt un peu prospective. Donc quand on parle d'infrastructures routières en France, ce qu'on s'aperçoit, c'est quand même qu'on a un patrimoine d'une grande diversité. Ce qu'il faut retenir de ces chiffres-là, c'est que d'abord, on a probablement le plus grand réseau routier d'Europe. Ça, c'est hérité d'une histoire. Des usages multiples, et je vous invite juste à regarder quand même les trois premières lignes. Les autoroutes et le réseau routier national, qui représentent que 30 000 km de route en France, ils écoulent en gros un tiers du trafic. Voilà, ça donne une idée des choses. Et puis une multiplicité de gestionnaires, 11 directions interdépartementales des routes, une quinzaine de sociétés concessionnaires d'autoroutes, 100 départements, 36 000 communes, quelques milliers d'intercommunalités. Donc autant de gestionnaires qui peuvent avoir des sensibilités particulières vis-à-vis de la sécurité routière. Maintenant, si on regarde un peu l'accidentalité, toujours en référence à l'infrastructure routière, ce qui est clair, voilà, c'est que l'enjeu, il est aujourd'hui, si on s'intéresse aux grandes masses, il est sur les routes bidirectionnelles hors agglomération. Voilà, puisque ça, c'est plus de la moitié des tués sur nos routes. Et il faut bien en avoir conscience que lorsqu'on s'intéresse au traitement de l'accidentalité et d'essayer d'améliorer la sécurité routière, encore faut-il qu'on adresse les gisements et les enjeux les plus importants. Bon, je rappelle qu'en agglomération, on est plutôt sur un enjeu principal qui concerne les usagers vulnérables. Bien évidemment, les routes les mieux équipées sont les plus sûres, confèrent les autoroutes. Et puis, pour se focaliser un peu plus sur l'infra, quand même, il y a quelques objets routiers qui méritent toujours une attention particulière, de notre point de vue. Les intersections, c'est quand même encore 10% des tués sur les routes hors agglomération, hors autoroute. Les virages, c'est quand même encore près de 40% des tués où on retrouve la thématique virage. Et puis, l'infrastructure routière, c'est pas qu'un ruban de bitume sur lequel circulent les usagers. C'est aussi des abords et les obstacles constituent toujours quand même un enjeu majeur pour le gestionnaire routier. Alors, ceci étant, on n'aménage pas et on ne conçoit pas les routes de manière désordonnée. Aujourd'hui, il faut que vous ayez conscience qu'il y a un corpus technique fort sur l'aménagement des routes qui repose sur un certain nombre de piliers. Donc je mets en gras ce qui me semble essentiel, le principe de visibilité et de lisibilité. C'est-à-dire qu'un conducteur, s'il ne voit pas les indications données par la route et s'il ne les comprend pas, il est évident qu'il va avoir de grandes difficultés à adapter sa conduite à l'environnement dans lequel il évolue. Bien évidemment, on ne conçoit pas une infrastructure autoroutière où on peut rouler à 130 km/h de la même manière qu'une route bidirectionnelle de race campagne où on roule à 90 km/h. On va donner des possibilités d'évitement et de récupération. Ça va principalement constituer par le profil en travers et les abords de la route. La limitation de gravité des chocs, bien évidemment, ça renvoie directement à la problématique obstacle. Et puis, tout ça, quand même, repose sur ce postulat que, aujourd'hui, c'est le conducteur qui a la capacité de voir, de détecter, d'analyser l'ensemble des informations qui sont délivrées par le système. Effectivement, demain, si c'est un automate de conduite qui a cette tâche-là à réaliser au sein d'un véhicule, peut-être que la manière de délivrer les informations sera ou devra être de nature différente. Et puis, quelques fonctions complémentaires pour contribuer à la sécurité, qui sont route qui alerte, route qui pardonne, et puis route autrement pour une conduite apaisée, qui commence aujourd'hui à rentrer dans les mœurs des gestionnaires. Alors peut-être sur l'aspect un peu historique des choses, mais tout à l'heure j'entendais qu'effectivement tous les grandes progressions liées, tous les grands enjeux et toutes les améliorations de la sécurité routière avaient été liés principalement, notamment
à l'évolution des véhicules, bon, pas seulement quand même, il faut rappeler des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qu'on oublie de temps en temps. Si les pouvoirs publics en France n'avaient pas lancé dès les années 50 un grand plan autoroutier, on n'aurait peut-être pas les chiffres qu'on a aujourd'hui. Et je rappelle que quand même une autoroute s'est fondée sur les principes les plus simples de sécurité routière. Séparation des flux de trafic, séparation physique. On n'a pas d'intersection, on n'a pas d'obstacle, on a une géométrie adaptée à la vitesse et le plus haut niveau de service. Les carrefours giratoires, on entend souvent dire, bah oui, les carrefours giratoires, ça coûte cher économiquement. On peut se poser la question pourquoi les communes en veulent toutes. Ceci étant, le déploiement des carrefours giratoires a amélioré grandement les choses. Bon, l'éradication des zones d'accumulation d'accidents, les points noirs aujourd'hui, c'est plutôt du passé. Et puis, de manière quand même un peu plus récente, le contrôle automatisé des vitesses. Mais l'infrastructure routière, c'est pas seulement quelque chose de physique, c'est aussi de la gestion. Donc, les démarches pour les gestionnaires routiers. Aujourd'hui, il y a des démarches d'audit, d'inspection. Et puis, en agglomération, parce qu'il ne faut pas oublier l'agglomération, c'est pareil. Un certain nombre de démarches qui ont commencé dès les années 80, ville plus sûre, quartier sans accident. Et puis, de manière plus récente, tout ce qui est lié notamment à la promotion des mobilités actives et qui concerne notamment les usagers vulnérables. Alors tout ça, ça évolue aujourd'hui. Voilà, on sent bien qu'il y a une évolution. Alors la première, là on le voit de manière forte aujourd'hui lorsqu'on est en contact avec le gestionnaire routier, c'est effectivement la diminution drastique des moyens consacrés aux infrastructures routières. Alors qu'on parle en termes d'investissement et même aujourd'hui d'entretien. Donc ça conditionne quoi? Ça conditionne qu'aujourd'hui, on aménage plutôt en place que de faire des nouvelles voiries, d'autant plus que de faire des nouvelles voiries, et on a aussi d'autres contraintes à gérer lorsqu'on a à faire des nouvelles voiries. Ça nécessite aussi d'orienter les moyens vers les enjeux principaux. Donc aujourd'hui, tous les gestionnaires routiers, en termes de sécurité routière, les premières études qu'ils font, ce sont des études d'enjeux. Et puis on va essayer de trouver des aménagements on va dire low cost, mais au moins adapté d'un point de vue coût à la meilleure efficacité. Alors la deuxième grande évolution, c'est le contexte de la mobilité numérique, notamment avec le développement des ITS. Et puis cette directive européenne qui aujourd'hui nous encourage à, notamment pour des services de sécurité routière, à associer à un ruban de bitume et des abords aujourd'hui des outils aussi de communication. Bien évidemment, l'évolution des véhicules. Donc les capacités intrinsèques des véhicules, c'est-à-dire on sait qu'aujourd'hui on améliore toute une série de choses, capacité de freinage, tenue de roue, etc. Les ADAS et puis tout ce qui arrive aujourd'hui, les véhicules connectés, que ce soit avec l'infrastructure ou entre eux, et puis la délégation de conduite et in fine le véhicule autonome. Je rappelle aussi ce qui évolue de manière assez forte, c'est la promotion des nouvelles mobilités, notamment les modes doux, en particulier en milieu urbain. Alors, quand on regarde un peu comment aujourd'hui l'infrastructure s'adapte à ça, notamment vis-à-vis des mobilités numériques et des ITS, aujourd'hui, il y a quand même un projet fédérateur assez important qui s'appelle SCOOP, donc qui vise à développer en vraie grandeur un système de transport intelligent avec l'architecture communication qui va avec. Cette architecture, qu'elle soit véhicule ou véhicule-infrastructure, aujourd'hui c'est 3000 véhicules qui vont être équipés et qui vont être évalués sur 2000 km de route avec, je ne sais plus combien il y a de zones démonstrateurs, mais je crois qu'il y en a 5 démonstrateurs. Donc je ne reprends pas en détail, mais ce qu'il faut bien avoir conscience quand même, c'est que l'objectif c'est bien d'améliorer la sécurité routière, et en proposant des services effectivement en relation avec ça. Et ces services sont des services remontants ou descendants selon qu'on se passe du point de vue du véhicule ou du point de vue du gestionnaire. Et donc les premiers services, ça sera signalisation embarquée, événements inopinés dangereux, alerte chantier, collecte de données. Alors en perspective, ça contribue, c'est une première contribution à un projet important de l'IFSTAR, qui est la route de 5e génération. Et là, on est plutôt dans la route de 5e génération collaborative, sachant qu'il y a d'autres aspects de la route de 5e génération. Après, il y a ce qui est lié à l'évolution des véhicules. Alors, on peut se dire, voilà, les véhicules, ils freinent mieux, ils ont de meilleures capacités, notamment à franchir des virages, etc. Ceci étant, quand on regarde d'un point de vue, notamment des guides de recommandation et des guides techniques pour l'aménagement des routes, aujourd'hui, on a du mal à faire évoluer
nos règles, tout simplement, parce que on utilise des règles pour les véhicules du plus petit niveau, pour plutôt la partie basse de la distribution et pas la partie haute de la distribution. Donc le jour où toute la distribution sera capable de se décaler vers la droite, on pourra sensiblement faire évoluer les choses. C'est un travail qu'on a en cours, notamment avec le constructeur automobile aujourd'hui. Alors, tout ce qui est lié aux ADAS, aujourd'hui, on est quand même plutôt anthropocentré, c'est-à-dire que c'est plutôt des fonctions destinées aux conducteurs. Donc, vous prenez l'infrastructure telle qu'elle est. Alors, ceci étant, encore faut-il qu'elle garantisse, elle, un certain nombre, des niveaux suffisants et minimums pour que les ADAS puissent correctement fonctionner. Je pense à des notions d'adhérence, à des notions de visibilité, lisibilité de la signalisation. C'est pas anodin ce que je dis parce que je renvoie à la problématique aujourd'hui de l'entretien des routes. Et puis, il faut savoir aussi que, alors ça a été abordé, et ça fait le lien avec ce que disait Gérard, mais aujourd'hui, on a démontré dans un certain nombre de projets qu'on pouvait utiliser aussi le véhicule pour le diagnostic de l'infra. Donc, tu as parlé de quasi-accident, de presque accident. Alors, nous, on appelle ça plutôt l'incidentalité. Voilà. D'un côté, on a l'accidentalité. De l'autre côté, on a l'incidentalité. Alors, c'est intéressant du point de vue du conducteur. C'est intéressant du point de vue assurantiel. Il y a un projet qui s'appelle ESVRE qui a montré que c'est aussi intéressant du point de vue du gestionnaire routier, d'identifier où se produisent les incidents et de quelle manière ils se produisent. Et ça vient aujourd'hui complémenter les études d'accidents qui peuvent être faites pour identifier des zones à risque. Donc ça, si on pouvait effectivement demain étendre cette collaboration entre la route et le véhicule, ça ne serait pas inintéressant de connaître les zones où on déclenche de l'ABS, les zones où on déclenche de l'ESP, ou le departure warning, ou évidemment, et bien évidemment aussi tout ce qui est lié aux vitesses pratiquées. Transition du véhicule autonome, pour l'instant, je pense que ça devra plus susciter des modes de collaboration qu'avoir un impact direct sur la route. Ceci étant, la route en tant que telle, elle a aussi un certain nombre elle a l'ambition de pouvoir évoluer, je veux dire intrinsèquement, comme aujourd'hui les véhicules peuvent intrinsèquement évoluer d'un point de vue de leur capacité. Ça, c'est un travail un peu prospectif qui a été mené, j'en ai plus que deux, qui a été mené il n'y a pas très longtemps et qui a fait ressortir un certain nombre de propositions qui ont été remontées au Conseil national de sécurité routière. Je pense notamment à la hiérarchisation des réseaux, qui me semble importante, et notamment pour lequel on souhaiterait quand même avoir un mode de conception, d'aménagement, de gestion des vitesses, et qui soit en plus sans ambiguïté pour l'usager. D'autres idées qui sont de transposition des principes de sécurité, notamment certains qui s'appliquent aujourd'hui aux autoroutes, vers d'autres objets routiers. Donc les principes de séparation physique des flux des trafics. Et puis la prévention des sorties de chaussée. Aujourd'hui, les sorties de chaussée par défaut de guidage, c'est quand même un enjeu de 500 tués par an. Donc c'est pas anodin. Il y a un projet qui a été mené là-dessus. Et puis l'innovation, parce que l'innovation aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste important, notamment si ça vient adresser les enjeux les plus importants. Alors en termes de synthèse, ce qui me semblait, moi, important de faire ressortir, c'est que la sécurité routière, on sait que c'est un enjeu sociétal fort, ça nécessite quand même qu'on oriente globalement et collectivement nos efforts vers les gisements les plus importants. Ça me semble vraiment essentiel. Et en infrastructure routière, c'est vraiment comme ça qu'on raisonne aujourd'hui. Un gestionnaire, il a besoin d'une étude d'enjeu pour identifier les itinéraires sur lesquels il va réaliser des études et derrière faire des diagnostics, proposer des contre-mesures pour aménager les routes. Voilà, ça c'est essentiel. Alors ensuite, sur la rupture numérique, ça c'est vrai que c'est une réelle opportunité à la condition qu'on dépasse la technologie pour plutôt être sur le cas d'usage, mais je crois que c'est déjà en train, ça, donc de ce point de vue-là, c'est plutôt rassurant. Donc tout ce qui pourra favoriser la collaboration en route et ses équipements avec l'automobile. Bien sûr, ça ne se fera pas sans l'adhésion des usagers et des gestionnaires. Je rappelle qu'il ne faudra pas oublier l'entretien des routes, c'est-à-dire que si on base demain des systèmes sur notamment des normes, par exemple,
qui sont liées à des choses neuves. Il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, les routes, elles sont loin d'être neuves. Et elles n'ont pas toutes le niveau qu'on peut attendre d'elles. Il ne faut pas oublier non plus que sur les routes, sur les routes de France, ne roulent pas que des automobiles. C'est-à-dire la route est support de mobilité pour des vélos, pour aussi des piétons, qui, bien qu'on pense qu'ils n'ont rien à y faire, ils sont quand même, des deux roues, etc. Donc voilà, ça nécessite quand même la prise en compte de ces besoins et puis la complémentarité des choses. Et puis, je vous invite à prendre connaissance d'un rapport qui est sorti la semaine dernière de l'OCDE, Zéro tué, zéro blessé grave, sur les routes, qui invite à faire un bout de chemin, probablement collectivement ensemble, autour d'une nouvelle approche, qui serait une approche plutôt qui vise à responsabiliser l'ensemble des acteurs vers un objectif, l'objectif étant celui-là. Voilà, je vous remercie de votre attention.